Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour un nouvel épisode dont on reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et entre de nouvelles annonces concernant le spatial chinois et leur programme lunaire, un zombie martien, une lune volcanique comme vous ne l'avez jamais vu, Ariane 6 qui se prépare à décoller, un nouveau retour de l'atterrisseur lunaire japonais Slim qui joue les prolongations d'une façon assez incroyable, et encore quelques autres, on peut dire que cette fois encore, les derniers jours auront été plus que remplis en termes d'actualité. Alors, comme d'habitude, je vous propose de revenir en images sur l'essentiel à en retenir et leur importance. Mais avant ça, je tenais aussi à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, pour commencer, je vous propose de reparler une nouvelle fois de l'atterrisseur lunaire japonais Slim. Ce dernier vient en effet de réussir l'exploit de survivre à sa 3e nuit lunaire, alors qu'il ne devait survivre à aucune, en se réveillant ce 24 avril. Et en jouant les prolongations, et bien que les images soient de mauvaise qualité car issues de la caméra de navigation, l'atterrisseur commence à jouer un rôle assez inattendu. Survivre au cycle jour-nuit lunaire, un cycle durant 29 jours terrestres, est en effet un petit exploit. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 120 degrés la nuit et monter jusqu'à 130 degrés le jour. Autant vous dire que si l'électronique n'est pas conçue pour survivre à ces conditions, eh bien, ça relève de l'exploit. D'ailleurs, petite parenthèse, mais les missions Apollo ont tout eu lieu après le lever du jour sur la Lune, dont le sol commence alors à se réchauffer, spécialement pour cette raison. Les températures auxquelles le matériel et les astronautes étaient exposés, même si protégés par le LEM et leur combinaison, n'étaient que de moins 7 à plus 20 degrés. Mais je digresse. Car en étudiant la façon dont les composés et les instruments de Slim encaissent ces cycles, ça peut aider à mieux comprendre le comportement de l'électronique dans ces conditions et aider à concevoir les futurs atterrisseurs, robotisés ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, petite anecdote, mais vous pouvez apercevoir Slim sur cette image, prise depuis l'orbite lunaire par l'orbiteur indien de la mission Chandrayaan-2, image montrant aussi son moteur tombé lors de son atterrissage et cause de son retournement, mais bref. Car à côté de ça, il n'y a pas que Slim qui joue les prolongations. En effet, ce 17 avril, les dernières communications avec l'hélicoptère martien Ingenuity, trop endommagé pour voler, ont eu lieu. Mais si le rover Perseverance sera désormais trop loin pour encore permettre de communiquer avec lui, pour rappel, Perseverance servait de relais de communication, ce ne sera pas non plus sa toute fin de carrière. Ingenuity servira en effet de station permanente. Doté d'un nouveau logiciel dédié, il va quotidiennement prendre des photos de son environnement, mesurer l'état de son électronique et de ses instruments, la météo ambiante et stocker tout ceci dans sa mémoire. À ce rythme, Ingenuity pourrait en théorie stocker 20 ans d'observation quotidienne, même si on peut se douter que la poussière accumulée sur son panneau solaire aura raison de lui d'ici quelques mois ou quelques années tout au plus. Mais le jour où un autre véhicule robotisé ou habité passera dans le secteur, et avec les outils adaptés, les données stockées à bord d'Ingenuity pourraient alors être une mine d'or d'informations sur la météo martienne et son évolution sur plusieurs mois à un point fixe, permettant au défunt drone de fournir un dernier cadeau à l'humanité. Cadeau qu'il fabriquera désormais jusqu'à sa mort, et sans la garantie que ces données soient un jour récupérées. Mais dans le thème martien, il n'y avait pas non plus que de mauvaises nouvelles. On apprenait en effet ce 24 avril que la date du vol inaugural du lanceur New Glenn de Blue Origin est désormais fixée pour le 29 septembre. D'ailleurs, toujours dans le thème de New Glenn, une publication de Blue Origin sur Instagram montrait en fond un pied d'atterrissage de New Glenn sur sa section devant les accueillir. Difficile de dire s'il s'agit d'une section dédiée au vol et de celle déjà précédemment aperçue sans les pieds, mais on peut donc désormais affirmer que Blue Origin travaille aussi activement sur cet aspect. D'ailleurs, toujours dans le thème des lanceurs, ce 24 avril, c'était l'étage central d'Ariane 6 auquel le second étage avait été fixé le 15 mars, qui était à la verticale dans son bâtiment d'assemblage, rapidement suivi par ses 2 boosters, le tout en vue d'un premier vol attendu au mois de juin. Toujours le 24, c'était Rocket Lab qui allait lancer une nouvelle fois son petit lanceur Electron, emportant entre autres un satellite expérimental doté d'une voile solaire, satellite dont je parlais dans l'épisode de la semaine passée qui sera en écran de fin. Car en déployant un film large de près de 10 mètres, la voile permet en effet d'utiliser la lumière du soleil pour générer une très faible poussée, et ces techniques pourraient à l'avenir ouvrir la voie à des sondes spatiales capables de voyager bien plus vite. La voile allait ainsi se déployer à la perfection et à l'heure où cet épisode sort, tout se déroule ainsi parfaitement. Mais cette semaine, on allait aussi avoir droit à des images pour le moins étonnantes.
Les récents survols rapprochés de la lune volcanique Io par la sonde Juno ont en effet permis d'obtenir énormément d'informations sur sa surface, et on a ainsi vu la NASA publier, il y a quelques jours, des simulations faites sur base de ces données montrant quelques paysages de la Lune. Que ce soit une montagne entourée de lave refroidie aussi lisse que du verre, ou un lac de lave de près de 200 km entourant une petite île formant la région de Loki Patera, région qui avait été imagée par Voyager 1 en 1979, ces images s'avèrent assez impressionnantes. Mais cette semaine allait aussi contenir une autre actualité majeure, la journée de l'espace en Chine, qui est souvent l'occasion pour énormément d'acteurs privés et institutionnels de faire différentes annonces. Bon, je passerai sur les visions complètement utopiques de mini-villes lunaires pour d'ici quelques décennies, montrant d'ailleurs le lancement d'une navette américaine en fond. Ça n'a pas énormément d'intérêt puisque ce n'est pas près d'être réalisé et très peu concret, car c'était surtout l'occasion d'avoir plein d'informations intéressantes sur d'autres sujets. Par exemple, la mission de retour d'échantillon Tiange 6, qui réalisera une très grande première en se posant sur la face cachée de la Lune au pôle sud, donc une double grande première, et dont on sait maintenant qu'elle devrait durer en tout 53 jours. Mais c'était aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la mission suivante, Tiange 7, attendue en 2026. On avait ainsi droit à une animation montrant le fonctionnement du petit véhicule conçu pour se déplacer par petits sauts et dont le poids devrait dépasser la centaine de kilos. Tiange 7 emportera aussi 7 instruments développés par 6 pays et une organisation, l'International Lunar Observatory Association, basée à Hawaï, et qui avait déjà envoyé un instrument sur le premier exemplaire de l'atterrisseur lunaire Nova C, fabriqué par l'américain Intuitive Machines. On lui devait d'ailleurs quelques photos comme celle-ci. Mais bref. Enfin, on apprenait également l'intention de la Chine d'ouvrir sa station spatiale à la fois aux astronautes internationaux et aux touristes spatiaux, et que le pays est assez confiant pour devenir le premier à ramener des échantillons de Mars, et je cite, au vu des progrès réalisés de par le monde, taclant ainsi directement les retards et coupes budgétaires de la mission de retour d'échantillons martiens développée par la NASA. Et mine de rien, le spatial chinois allait être assez omniprésent dans l'actualité de ces derniers jours. Car en plus de ça, on notera que l'entreprise chinoise Space Pioneer avance sur son futur lanceur chinois Tianlong 3, qui, capable de placer près de 17 tonnes en orbite basse, devrait réaliser une mise à feu statique de ses premiers et seconds étages en mai, et pourrait même directement partir vers le site de lancement par la suite, pour un vol inaugural qui ne devrait donc plus trop tarder. Et même si les plans sont encore flous, il semblerait que ce dernier ait déjà les supports permettant de monter des pieds d'atterrissage. De son côté, le chinois Landspace continue d'avancer sur un démonstrateur qui devrait faire un bond de 10 km et sera doté d'ailerons en grille qui n'avaient pas été prévus jusqu'ici, ouvrant ainsi la voie au lanceur réutilisable de l'entreprise, lanceur baptisé Zhuque 3. Pour rappel, leur lanceur actuel, Zhuque 2, avait été le premier à atteindre l'orbite en utilisant du méthane en juillet 2023. Enfin, on notera aussi que ce 25 avril, la mission chinoise Shenzhou 18 décollait, envoyant 3 taïkonautes vers la station spatiale chinoise, dont l'exploitation est désormais routinière. Pour finir, du côté indien, on attendait mercredi passé un essai de largage de la future capsule spatiale Gaganyaan, depuis un hélicoptère à 3 ou 4 km d'altitude, permettant de tester ses systèmes d'atterrissage. Néanmoins, comme parfois, l'agence spatiale indienne est assez lente sur la communication, et à l'heure où je travaille sur cet épisode, le 26 avril, on n'a encore aucune confirmation. Mais de toute façon, j'en reparlerai le moment venu. D'ici là, eh bien, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.